Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour à vous et bienvenue, nous sommes en direct sur Radio Lac, 14h-15h, et c'est quand vous le souhaitez en accès libre sur OneTV, onetv.ch. Ça s'appelle, vous venez de l'entendre, Parlons économie, avec beaucoup de choses. J'aime bien dire ça chaque semaine, mais c'est le cas. Comment on renouvelle son entreprise après 50 ans? On va se poser la question dans cette émission, qui est un petit peu une entreprise, on navigue comme cela. Pourquoi le négoce aime tant Genève? Tiens, question également que l'on va se poser dans cette émission. Puis avant de vous présenter notre premier invité, bonjour Mohamed Atiek. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous qui êtes responsable de projet politique à la CCIG. Alors, on aime bien faire plein de choses à la Chambre de commerce, d'industrie, des services de Genève. On aime bien réseauter tôt le matin, par exemple. Absolument. Nous avons notre prochain rendez-vous réseautage le jeudi 27 avril entre 7h30 et 9h30. Et toutes les personnes sont les bienvenues, évidemment, à la CCIG, au boulevard du Théâtre. Avec votre stock de cartes de visite, évidemment. Absolument, bien sûr. Ou bien vos QR codes, Je sais que c'est très à la mode maintenant. Ou les deux. C'est dire si on est moderne à la CCIG. Et notre premier invité, le voici. Bienvenue. Parlons économie sur Radio Lac. 3 minutes pour comprendre. Bonjour Alexandre Munafo. Bonjour. Vous êtes responsable de l'engagement global à l'Appel de Genève. L'Appel de Genève, alors ça c'est une organisation incroyable. On ne se doutait même pas qu'il y avait ce genre d'organisation chez nous, mais je vous laisse évidemment la présenter. Oui, merci. L'Appel de Genève, c'est une organisation humanitaire qui a maintenant 23 ans et qui a une mission assez simple, en réalité. C'est protéger les civils dans des contextes de conflits armés. Et on le sait, c'est nécessaire. Ces civils sont souvent les premières victimes de ces conflits. Et il faut tout faire pour pouvoir les protéger. Alors, la manière... peut-être dans l'Appel de Genève, essaye d'atteindre cette mission, cet objectif. C'est assez particulier, c'est assez unique. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'entrer en dialogue avec les groupes armés et les autorités de facto. Pourquoi? Parce que ces groupes armés contrôlent des territoires entiers, ont un impact énorme sur la vie de ces civils. Et dès lors, il faut leur dire deux choses. D'une part, qu'ils sont soumis à des règles de droit humanitaire, ce qu'on appelle les fameux droits de la guerre. Et puis d'autre part, s'ils le souhaitent, essayer de les accompagner dans le changement, essayer de faire en sorte qu'ils soient un petit peu plus respectueux des normes de droit humanitaire. Donc ça, c'est en gros la mission de l'Appel de Genève. J'ai énormément de questions qui m'arrivent juste après cette explication. Non, mais je vais commencer par une qui se veut positive, mais elle va peut-être pas sonner comme ça. Mais qui êtes-vous pour aller voir les conflits armés dans le monde et dire bonjour, on vient s'occuper de ça? C'est une très bonne question. Premièrement, l'Appel de Genève, c'est une organisation qui a un ADN très genevois. Vous savez, c'est une organisation qui puise dans cet esprit de Genève. Je crois qu'on le reflète tous ici aujourd'hui, les invités. Mais au-delà de ça, c'est aussi une organisation avec plusieurs visages. Maintenant, c'est plus de 260 personnes et la plupart des gens qui travaillent pour l'Appel de Genève sont des nationaux, des citoyens des pays en question. Et donc, c'est aussi des personnes qui sont encore mieux à même d'aller parler avec les groupes armés qui sont dans leur territoire, qui impactent leur vie. Donc, je dirais que maintenant, l'Appel de Genève, c'est une organisation globale, mais qui garde un ADN genevois très fort. Et quand on va voir des groupes armés, le fait de leur expliquer qu'il y a des droits et des devoirs, ils sont réceptifs à ça. Moi, si je suis un groupe armé, je prends le territoire, je vais pas dire « Ah pardon, je savais pas, excusez-moi ». Non, vous avez raison, c'est une très bonne question. Alors, la première chose qu'il faut éviter, c'est d'aller avec un code de droit civil ou du droit humanitaire en disant ça, c'est l'article 2. Voilà, exactement, ça, vous pouvez imaginer, ça va pas résonner. Ouais. Autrement dit, il y a toute une stratégie que l'Appel de Genève, mais aussi des autres organisations humanitaires appliquent, c'est de dire comment faire en sorte de parler au cœur, à l'esprit de ces combattants. Et c'est ce qu'on essaie de faire, que ce soit notamment en liant les normes de droit humanitaire au droit islamique, par exemple, aux valeurs islamiques, mais aussi aux valeurs culturelles, traditionnelles, religieuses. Donc c'est un travail très méticuleux que nos collègues font, et c'est justement aussi pour ça que les collègues qui sont issus de ces pays-là, ils sont mieux à même de le faire. Vous êtes un peu la définition de la Genève internationale, mine de rien. On espère peut-être pas être la définition, mais d'être un petit peu un des reflets de cette Genève internationale qui est multifacette, on l'entendra encore aujourd'hui, mais je pense qu'il y a cette tradition humanitaire qui est reflétée dans ce qu'on fait, effectivement. Ce que vous faites, est-ce que vous avez un chiffre, par exemple, ou alors est-ce qu'on peut peut-être parler des derniers conflits dans lesquels vous avez été impliqué? Bien sûr, je dirais que la plupart on est présent dans 16 à 17 pays dans le monde, et malheureusement, ce sont des pays qui font souvent l'actualité. Et on parle de l'Ukraine, on parle de l'Afghanistan, on parle de la région du Sahel, mais aussi le Myanmar, les Philippines. Donc on est présent et la Corne de l'Afrique, on est présent dans ces contextes-là. Et malheureusement, ces pays dont vous voyez le nom à l'actualité, ce sont souvent des pays dans lesquels on opère. Alors ici, on s'appelle Parlons économie. Qui vous finance? Alors, la plupart du financement de l'Appel de Genève est un financement gouvernemental. En fait, ce sont des gouvernements, la Suisse, les pays nordiques, européens, qui nous font confiance, qui nous disent on voit la valeur ajoutée de l'Appel de Genève, on essaye d'investir parce qu'on voit la contribution que vous pouvez faire dans ces contextes-là. Donc, en gros, c'est du financement gouvernemental. Une part encore trop minime de financement privé. Mais c'est aussi quelque chose qu'on essaie de pouvoir augmenter à mesure. Et alors, vous dites minime, mais donc ça veut dire qu'il y a déjà des financements privés. Et qu'est-ce qui les motive au-delà de l'aspect noble de la chose? Je dirais qu'il y a
l'aspect un peu audacieux. Souvent maintenant aussi dans l'aspect philanthropique, on voit aussi, vous le voyez aussi aux États-Unis par exemple, avec des gens qui ont envie d'investir dans une mission qui sonne quelque chose un peu excitant et qui est un peu audacieux, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et on a la chance de pouvoir avoir certaines personnes qui ont cette prise de risque avec nous, parce que comme vous l'avez vu, c'est un travail sensible, c'est un travail qui est pas évident, c'est pas quelque chose que vous pouvez vendre comme ça dans la rue, dans les rues basses en face du Mollard. Et donc il faut pouvoir avoir... C'est tangible en fait, c'est ça le truc aussi. C'est tangible, mais c'est pas aussi facile à vendre qu'une structure, d'école ou une structure de développement. Et pourtant, c'est ça qui peut aussi faire une très très large différence. Pour qu'on se rende bien compte de certains conflits dans lesquels, je veux pas dire vous avez été impliqué, mais où l'appel de Genève a fait une différence. J'avais pris contact avec l'appel de Genève pour parler de l'accueil des talibans à Genève. C'est vous qui aviez organisé ça, et la personne que j'ai eue à l'appel de Genève me dit « Ah bah là, je reviens d'Ukraine ». C'est dire quand même le champ de l'appel de Genève. Oui, tout à fait. L'Ukraine, je pense que c'est un des meilleurs exemples. Vous l'avez vu, ça fait une année maintenant qu'il y a une guerre qui est très violente. C'est une guerre dans laquelle l'appel de Genève est aussi actif, et d'une façon assez particulière, parce qu'il existe un certain nombre de bataillons, d'unités qui ont été créés avant même la guerre. Vous savez qu'il y a eu des tensions, même un conflit depuis 2014 en Ukraine. Qu'est-ce qu'on a exactement avec les Crimeens, vous avez tout à fait raison. Et donc il s'est agi pour l'appel de Genève d'un petit peu continuer à former ces bataillons-là. Et donc on continue avec plus de 10 bataillons, plus d'unités, pour précisément les former au droit humanitaire. La problématique, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure la notion de tangible, c'est que y a encore la guerre aujourd'hui. Tout à fait, vous avez raison. Et je dirais que tant qu'il y a la guerre, il faut qu'il y ait des organisations comme l'appel de Genève qui préservent, si vous voulez, le minimum de dignité humaine. Parce que finalement, c'est ça dont il s'agit. Parce que le droit humanitaire, il y a un aspect un peu paradoxal. En réalité, le droit humanitaire ne vous empêche pas de faire la guerre. C'est le droit de la guerre. Et il vous dit... Il y a des limites à la violence. Il faut préserver un certain nombre d'humanité et de dignité. Mais en réalité, tant que ces hostilités continuent, il faut faire ce travail. C'est un travail sans relâche. On continue de parler de tout ça dans un instant sur Radio Lac, sur One TV. C'est Parlons Économie. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Quel rôle pour Genève dans les conflits du monde ? C'est la question que l'on se pose avec le responsable de l'engagement global de l'Appel de Genève, Alexandre Munafo. Comment a démarré l'aventure l'Appel de Genève ? Comment on se dit, disons, il y a des conflits, il faut y aller là ? Oui, c'est une bonne question. Donc l'Appel de Genève est né ici, justement, précisément, il y a 23 ans, en l'an 2000. Pour une raison particulière, c'est qu'on se rendait compte qu'il y avait un énorme gap, un fossé, parce qu'en gros, il y a beaucoup d'obligations du droit international qui s'appliquent aux États, notamment sur la question des mines antipersonnelles. Et l'enjeu était de se poser, la question c'était, mais que faire lorsque ces mines antipersonnelles sont posées par des groupes armés qui ne sont pas des États, auxquels on ne peut pas les parler. Et donc, une des fondatrices de l'Appel de Genève, Madame Decret, a eu cette idée de dire, il faut aller leur parler. Il faut leur parler pour au moins les rendre attentifs à cette obligation-là. Et puis, il faut, s'ils acceptent, les aider à changer. Et comment est-ce qu'on convainc des gens d'y aller, d'aller sur place ? Il faut y aller, il faut beaucoup de prise de risque, il faut beaucoup d'agilité et il faut surtout bâtir la confiance. Et ça, je dirais que c'est aussi un petit peu la marque Genève qu'on apporte, ce nom Genève qu'on apporte aux confins des conflits, c'est souvent aussi générateur de confiance. Le fait d'être une organisation suisse, ça aide pour établir ce dialogue. Il faut pouvoir leur dire, voilà ce pourquoi on vient vous parler, on n'a pas d'autre agenda. Et ça, c'est très important parce que ces groupes armés, comme vous pouvez imaginer, sont d'une part très sceptiques et d'autre part, ils sont très connectés. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont dans un coin déconnecté. Non, au contraire, ils sont très au courant de ce qui se passe. Et donc, ils vont regarder ce que vous faites avec énormément d'attention. Et donc, il faut être très clair dès le début. Vous êtes une grosse équipe ? On est 260 actuellement dans le monde entier. À Genève, le siège, on reste environ 35. Je vois depuis tout à l'heure Mohamed Atiek, responsable de projet politique à la CCIG, opinier du chef, faire oui de la tête, parce que responsable de projet politique, on l'a dit, c'est aussi, il y a beaucoup de financements gouvernementaux, donc il y a un lien. Absolument, absolument. Et évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la Suisse profite de cette image de Genève. Genève, c'est aussi un gage de stabilité. Et puis, quand le monde se porte bien, Genève se porte extrêmement bien. Et je peux aussi garantir que l'image de Genève a vraiment son rôle à jouer à l'international. J'ai moi-même fait une mission militaire à l'étranger et on est vraiment très, très bien accueillis. Et je pense que les projets comme ceux de l'Appel de Genève sont absolument à soutenir et apportent réellement un gros plus à Genève. Oui, donc, quitte à se servir de l'image de Genève et de la Suisse, autant le faire comme ça. Une question autour
des dommages collatéraux, et c'est un mot horrible à utiliser puisqu'on va parler protection du patrimoine, toutes ces bibliothèques qui brûlent, c'est horrible. Les flux migratoires, c'est terrible également, et ce ne sont que des dommages collatéraux, c'est horrible. Est-ce que l'appel de Genève a un lien là-dedans ? Oui, en fait, l'appel de Genève essaye d'être impliqué dans toutes les thématiques qui sont présentes dans les conflits. Vous avez mentionné 2 grandes problématiques, la protection du patrimoine culturel. Il y a aussi la question de l'utilisation des enfants, qui sont malheureusement très souvent aussi des victimes et qui sont aussi partie de ces hostilités. En réalité, l'appel de Genève essaie de faire toujours la même chose, rendre attentifs ces groupes à la thématique, puis ensuite essayer de les convaincre de changer. Et un des outils qu'on utilise, qui reflète aussi un petit peu ce qu'on fait à Genève, c'est qu'à un moment donné, on va amener ces groupes à Genève sur cette thématique-là en disant: est-ce que vous êtes prêts à vous engager publiquement pour respecter ces normes, que ce soit la protection du patrimoine culturel ou la question d'utilisation des enfants de leur rang. Et ça, c'est ce qu'on appelle un acte d'engagement qui est signé ici à Genève. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve fou. C'est ce que vous avez fait avec les talibans, par exemple. Alors, ça se passe comment ? Est-ce qu'ils arrivent en bus ? On dit voilà, ça c'est l'horloge fleurie, ça c'est le jet d'eau. Alors, vous pouvez imaginer qu'il y a tout un tas de conditions, cadres qu'il faut mettre en place. Et ici, je tiens à saluer beaucoup la grande coalition de volonté politique que ça exige. On ne peut pas faire ça tout seul. Il y a d'abord le département des affaires étrangères au niveau fédéral, au niveau suisse, mais aussi beaucoup les autorités cantonales. Et là, je tiens à les saluer parce que c'est aussi une prise de risque. C'est-à-dire que les autorités cantonales nous acceptent d'accueillir ces groupes. Les talibans, c'est un groupe très visible, mais vous savez, on a fait venir plus d'une centaine de groupes ici à Genève. Certains sont moins connus, mais qui ont tout aussi de l'importance. Et puis, ils viennent parfois même dans la salle de l'Alabama. Et c'est une salle très importante. Pourquoi ? Parce que c'est une salle dans laquelle a été signées les conventions de Genève. Donc, il y a une très forte portée symbolique, là aussi, qui porte un peu cette marque de Genève. Et les groupes apprécient ce moment-là d'être exposés à Genève. Il y a de plus en plus de conflits dans le monde. Si j'étais cynique, heureusement que je ne le suis pas, je vous dirais que vous faites mal votre travail. Ouais. C'est une très très bonne question, parce que je dirais qu'il y a des tensions politiques qui sont énormes, la compétition entre les grandes puissances, on le voit. L'Ukraine, c'est un peu le reflet de ça, mais on le voit aussi ailleurs, au Sahel, on le voit au Moyen-Orient. Vous voyez, encore aujourd'hui, il y a des cartes géopolitiques qui sont en train de changer de façon significative, avec le rôle de l'Iran, l'Arabie Saoudite. On voit aussi M. Macron en Chine. Tout ça, on le voit les aspects très concrets. Pourquoi ? Parce que les groupes armés, c'est aussi le reflet de la géopolitique mondiale. Et donc, malheureusement, plus il y a de tensions, plus il y aura du travail pour des organisations comme la nôtre. Alors justement, restons pour terminer sur ce conflit que tout le monde connaît depuis plus d'une année autour de l'Ukraine. Il y a différentes milices, différents groupes. Le groupe Wagner, j'ai même vu quelqu'un à Genève qui se balade avec tout l'attirail Wagner, etc. etc. Ça, c'est un groupe parmi d'autres. Est-ce que vous allez voir tous les groupes ? Ça fonctionne comment ? Ouais, alors peut-être une nuance importante, parce qu'elle est importante pour nous. Le groupe Wagner, pour nous, n'est pas un groupe que nous engageons. Pourquoi ? Parce qu'il a une nature particulière. C'est un groupe privé qui est en quelque sorte incorporé dans l'armée étatique, qui va appuyer les efforts de l'armée étatique. Voilà, donc ça, c'est très important. Et ça, c'est important pour l'appel de Genève. On a un mandat qui est très clair. C'est-à-dire, nous, on s'occupe des bataillons, des unités qui sont en dehors ou qui sont vraiment à la limite des armées étatiques. Mais cela étant dit, vous posez une très bonne question, c'est-à-dire quel est l'impact de ces groupes privés ? Et vous savez que le groupe Wagner est aussi un groupe qui a un rôle aussi ailleurs, dans d'autres contextes. Et je dirais qu'il y a tout un ensemble ici à Genève d'organisations qui se posent la question, qui ont aussi l'expertise de se dire: comment on peut faire pour essayer d'aller leur parler, pour essayer de les amener en quelque sorte dans un espace normatif, en fait, qui se comporte un peu mieux. Est-ce qu'on peut parler de vos projets 2023 ou... Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le projet 2023, je dirais qu'il y a une grande ambition à l'appel de Genève. C'est l'idée de dire qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et je dirais que souvent, un des phénomènes contre lesquels on doit lutter, c'est la baisse d'attention sur des conflits. Dans l'aspect médiatique, c'est quelque chose avec lequel on doit jouer. L'Ukraine, bien entendu, attire beaucoup l'attention médiatique. Il y a énormément, et à juste titre, un focus sur ce conflit-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des conflits énormes qui font énormément de victimes. Je pense à l'Éthiopie, à la Corne de l'Afrique, au Myanmar, l'Afghanistan qui reste un problème majeur. Et je dirais qu'une de nos priorités, c'est vraiment de faire en sorte de toujours porter l'attention du public, mais aussi de la communauté internationale sur ces contextes-là. C'est l'appel de Genève. Est-ce qu'on peut vous aider, donner des dons sans forcément être un grand groupe privé ? Bien sûr. Non, c'est tout à fait. Chaque franc compte pour une organisation comme la nôtre. Bien sûr, vous pouvez nous contacter. On est ici à Genève. Vous pouvez même venir nous voir. On n'est pas une organisation secrète, en quelque sorte. On fait un travail Sinon, sensible. c'est foutu. Mais on est ici à la Place des Nations. On a un siège à la Chêne-Bougerie. Et on est heureux, justement, de pouvoir aussi être actif et connecté avec la Genève locale. Vous êtes Alexandre Munafou, responsable de l'engagement global de l'appel de Genève. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Bonjour Florence Surge. Bonjour monsieur.
Vous êtes directrice de l'association STSA, la Swiss Commodity Trading and Shipping Association. Nous allons parler négoce et pourquoi est-ce que le négoce aime tant Genève. Alors avant toute chose, posons quelques bases. Qu'est-ce qu'on appelle exactement le négoce ? Alors, le négoce de matières premières, c'est tout simplement des entreprises qui vont acheter des matières premières dans les pays où elles se trouvent pour ensuite les vendre dans des pays qui les consomment. Je prends par exemple le café. Jusqu'à présent, il n'y a pas de caféier qui pousse dans le Gros-de-Vaud, ni de cotonnier qui pousse du côté de Satigny. Il y a des kiwis dans le Gros-de-Vaud, mais il n'y a pas encore de café. Voilà, donc il faut aller l'acheter chez des paysans qui cultivent du café, du coton, du cacao. Il faut stocker la marchandise, il faut la dédouaner, il faut la transporter par transport maritime principalement. Ensuite, il faut trouver des acheteurs, des importateurs qui l'importent ensuite. Et quelquefois, il faut même la torréfier. Il faut modifier la marchandise pour ensuite être vendue à des clients. Donc, le négociant, c'est vraiment la personne qui s'occupe de toute la chaîne d'approvisionnement, depuis le paysan qui vend ses céréales jusqu'à l'importateur de céréales en Suisse, par exemple. J'ai le sentiment que le négoce, en tout cas l'image qu'on en a énormément évolué, parce que quand on pense négoce, on pense pas tout de suite café, coton, on se dit du pétrole qui fait mal à la planète, les ressources, etc., etc. Je ne sais pas si ça existe toujours, en tout cas ça a existé, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Absolument. Alors, le négoce de matières premières, principalement en Suisse, c'est dans 3 domaines. Donc, il y a, comme vous dites, il y a l'énergie, pas seulement le pétrole, mais également les énergies renouvelables, l'électricité, le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène, etc. Il y a l'agriculture, comme je le disais tout à l'heure, café, cacao, coton, mais également les céréales, soya, maïs, blé, etc. Et les métaux et minerais. Alors là, vous avez tout le tableau périodique des éléments qu'on a étudiés à l'école, qui sont notamment des métaux et minerais très, très utiles pour la transition énergétique. Est-ce que c'est de la faute du négociant si les prix augmentent ou baissent parfois ? Alors, c'est pas, je dirais, je commence par est-ce la faute ? Donc voilà. C'est grâce aux négociants que nous ne payons pas aussi cher que ça devrait être les prix. Parce que le négociant fait tampon entre les prix du marché et les prix auxquels il devrait être vendu. Je vous donne un simple exemple. Qu'est-ce que veut un paysan ? Le paysan, il veut pouvoir vendre ses céréales quand le marché est le plus haut pour pouvoir faire le plus d'argent. Il veut bien vivre, ça c'est normal. Voilà. Qu'est-ce que veut par exemple, un producteur de café, Côte d'Or ou Nespresso ou Starbucks, etc. Ils veulent, eux, acheter du café quand le prix est le plus bas. Ça, on comprend, effectivement. Voilà. Jusque-là, on comprend. Eh ben, au milieu, il y a le négociant. Au milieu, il y a le négociant qui va acheter son café à des paysans qui veulent vendre cher et vendre son café à des producteurs qui veulent l'acheter bon marché. Alors, il a toujours le mauvais rôle. Donc, en fait, c'est là où il y a tout un système financier qui se met en place, de couverture financière, parce qu'évidemment, les négociants, c'est pas, il faut aussi qu'ils gagnent leur vie, hein. Donc, il y a tout un système financier qui se met en place, de couverture, d'assurance. Dans le jargon financier, on appelle ça se hedger, c'est se couvrir sur les marchés, pour qu'ils puissent quand même faire une marge quand ils vendent leur café. Et alors, je vous pose la question d'introduction. Pourquoi est-ce que le négoce aime tant Genève ? Alors, historiquement parlant, il y a trois dates qui sont clés. C'est notamment une entreprise américaine, Philip Brothers, qui est venue s'installer à Zug, qui était active dans les métaux et minerais. Cette entreprise n'existe plus maintenant, mais ça a développé tout le pôle tsugois du négoce de matières premières en métaux et minerais. Ensuite de cela, il y a eu les cotonniers égyptiens. Après, lorsque Nasser a nationalisé les entreprises, il y a beaucoup de cotonniers qui sont venus s'installer sur l'arc lémanique. Et finalement, il y a les céréales, donc les grands céréaliers américains, qui, pendant la guerre froide, comme vous savez, les Américains n'utilisent jamais la nourriture comme arme de guerre. Donc ce qu'ils appellent weaponized food, donc d'utiliser la nourriture comme arme de guerre. Donc même au pire moment de la guerre froide, les Américains continuaient à vendre du blé, des céréales aux Russes.
Et donc, il le faisait sous le couvert de l'égide des Nations Unies. Donc, pour les gros céréaliers américains, c'était plus pratique de venir à Genève pour pouvoir vendre leurs céréales et avoir des contacts directs avec les Nations Unies. Voyons, on parle prix du café et du coton. On se retrouve tout de suite dans la géopolitique. C'est fascinant. Et on continue de parler de tout ça dans un instant. Vous restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Mais pourquoi est-ce que le négoce aime tant Genève? On continue de se poser cette question avec la directrice de l'association Swiss Commodity Trading and Shipping Association, la STSA, Florence Surch. Et également une question pour vous, Mohamed Atiek, responsable de projet politique à la CCIG. Un aspect quand même qui est important avec cet univers du négoce, c'est la fiscalité. Bien sûr, pour Genève, c'est un secteur très important d'un point de vue fiscal. Ça rapporte aux collectivités beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les derniers chiffres records, les bénéfices records fiscaux de l'État de Genève proviennent en grande partie de ces sociétés ou de ce secteur, que ce soit les entreprises, mais aussi les personnes qui y travaillent. Et quand on entend des très grandes entreprises qui licencient parce que, enfin, voilà, on connaît le pourquoi du comment, malheureusement. Comment se porte le négoce en termes d'emploi? Alors, en termes d'emploi, on cherche des employés. Il y a une grosse pénurie d'emplois, mais pas que dans le négoce, dans l'économie en général, en Suisse et en particulier à Genève, où on se demande où ont disparu les jeunes, que font-ils? On cherche vraiment à engager des personnes. Ce qui est extraordinaire à Genève, et c'est également la raison pour laquelle les entreprises sont en Suisse, c'est que les jeunes sont qualifiés et polyglottes pour la plupart. Et ça, c'est deux avantages qui sont très recherchés dans les entreprises de négoce. Parce qu'on entend souvent dire aujourd'hui, et on comprend encore une fois aisément pourquoi, que les jeunes ont des envies d'ailleurs, ont des envies de mieux faire les choses pour la planète. Est-ce que c'est compatible avec le négoce? Alors, c'est tout à fait compatible parce que vous êtes véritablement au centre de la transition énergétique. Sans négociants, vous n'avez pas de transition énergétique. Comme je le disais au début de l'émission, nous avons des négociants qui travaillent le cobalt, qui achètent et vendent du cobalt, du lithium, du nickel, tous ces métaux et minerais qui sont utiles pour la transition énergétique. Et c'est absolument passionnant de travailler dans ce domaine-là. Pardon, je voulais pas vous couper, mais donc on peut faire une véritable différence en disant, ok, moi je vais essayer de réfléchir un peu différemment, d'acheter telle matière première un peu moins chère pour la vendre moins cher et aller vers plus d'énergie renouvelable. Alors absolument. Maintenant, c'est clair que la plupart des matières premières sont cotées en bourse. Donc les prix, ils sont connus, ils sont publics. Et l'effet de la demande. C'est l'effet de l'offre et la demande. Alors c'est vrai que quand des politiciens font des grands effets d'annonce pour ne plus avoir de voitures à diesel d'ici 2025-2030, ça, c'est catastrophique pour le négoce parce que ça provoque une inflation artificielle sur les prix des métaux et minerais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on se réoriente? Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est faisable et pas faisable. Et là, il y a toute une discussion qui est ouverte et je ne pense pas qu'on va en discuter aujourd'hui, mais c'est justement sur dans combien de temps il n'y aura plus de métaux et minerais, parce que la transition énergétique requiert de telles tonnes des minerais que j'ai cités tout à l'heure que ça devient très très compliqué de pouvoir avoir autant de voitures électriques, autant de téléphones portables. Une étude disait que si le 30% du parc automobile de France, 30% seulement, même pas la moitié, était en voiture électrique, il faudrait 8 centrales nucléaires supplémentaires pour avoir cette électricité. Et il faudrait du nickel à plus savoir qu'en faire. Et est-ce qu'on en a autant ? Et autre chose également qui vous impacte directement, c'est l'inflation au sens large. Et puis l'acheminement, on en a beaucoup parlé également avec la guerre en Ukraine, les notions d'acheminement. Il faut réorienter, avec le Covid aussi, il faut tout réorienter, il faut que les choses passent par d'autres endroits. Ça vous impacte, ça? Ça nous impacte énormément. Alors là, vous avez deux questions en une. L'inflation est assez terrible pour nous. Quand les céréales, tout d'un coup, quintuplent le prix, ou les métaux minerais quintuplent le prix, c'est
problématique pour nous parce que tout devient plus cher. Et les assurances sont plus chères, le transport maritime devient plus cher parce que c'est toujours proportionnel au prix des céréales. Et donc, il faut aussi qu'on ait des banques avec des reins solides parce que les banques qui nous prêtent l'argent pour faire cette activité de négoce, il faut faire des plus gros emprunts aux banques. Donc, c'est vraiment pas l'idéal, c'est l'inflation. Ensuite de cela, sur votre question sur l'acheminement, c'est vrai que plus ou moins du jour au lendemain, on nous dit qu'on ne peut plus importer de pétrole russe. Donc, ça veut dire que ça coupe une voie maritime et il faut que tous les négociants, le pétrole russe, ça représente quand même 10% du pétrole mondial. Donc, si on n'a plus le droit d'acheter du pétrole russe et qu'on respecte les sanctions, bien évidemment, eh bien, il faut trouver à combler ce 10% de pétrole russe. Alors, la population a beaucoup aidé en consommant moins. Toutes les économies d'énergie qui se sont opérées cet automne. Et ça a permis aux négociants aussi de se réorganiser, leur voie maritime pour pouvoir trouver du pétrole ailleurs. Et moi, j'ai été assez surpris et finalement, ça reflète bien ce que vous nous avez dit durant ces quelques minutes. Je suis allé voir le rapport annuel 2022 et on retrouve dedans des notions de transparence, de culture, de durabilité, engagement, représentation et diversité. Des choses, encore une fois, désolé de le dire comme ça, mais que historiquement, on n'associait pas au négoce. Donc, je suis très heureux de voir que ça en fait partie. Absolument. Et j'irai même plus loin. La plupart des entreprises de négoce d'énergie, du reste on ne les appelle plus les pétroliers, mais de négoce d'énergie, parce qu'elles traitent plus que 50% leur activité de pétrole. Les 50 autres pourcents, c'est soit du gaz liquéfié, soit de l'hydrogène, soit des panneaux solaires, soit il y a toutes ces discussions sur capturer le méthane pour pouvoir le transformer, ou capturer le CO2 pour le transformer en autre chose, pour éviter que ça aille dans la couche d'ozone. Donc il y a plein d'activités qui sont faites par les négociants, notamment en recherche et développement. Ils travaillent beaucoup avec des startups de l'EPFL pour trouver des nouvelles solutions, notamment dans le transport maritime. Comment décarboniser les bateaux en développant beaucoup plus d'éolien. Solaire, c'est un peu difficile parce que les batteries sont très lourdes et très volumineuses. Mais par contre, l'éolien, l'hydrogène, le gaz liquéfié, c'est des énergies qui seront très, très utiles à être développées dans le futur. Et au moins, on sait que vous êtes honnête parce que dans le monde du négoce, on ne peut pas faire de greenwashing, puisqu'on achète, on vend, on n'a pas la possibilité de polisser un petit peu les choses. Voilà, et on est dans l'économie réelle. On traite vraiment des choses réelles. Et quand un négociant pose des panneaux solaires sur des bus à Bogota étant une des villes d'Amérique du Sud les plus polluées au monde, on les voit, les panneaux solaires, on les voit sur les bus, donc ce n'est pas du greenwashing. Et ça part de Genève. Florence Surch, directrice de la Swiss Commodity Trading and Shipping Association, la STSA. Merci d'être venue nous voir. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Comment renouveler son entreprise après 50 ans? Bonjour Philippe Auberson. Bonjour. Bonjour Nicolas Cladios. Bonjour. Vous êtes respectivement président du conseil d'administration et également co-responsable, copropriétaire de cette entreprise et responsable des ventes chez Graphax. Graphax, Follow Me Printing. Qu'est-ce que c'est que Graphax ? Alors Graphax, c'est une société qui a été fondée il y a 50 ans et qui propose des solutions d'impression et depuis quelques années également, pour aller avec l'évolution du marché, des solutions de digitalisation. Alors voilà, vous avez donné là, le mot-clé pour aller avec le marché, parce qu'en 50 ans, encore plus quand on est dans ce genre de métier, le marché a énormément évolué. Je pense que le marché, tout évolue, la société évolue, puis en fait, nous, on suit un petit peu la société. Et puis, en fait, la particularité, c'est que tout évolue de plus en plus vite. Et puis, donc, les gens aussi ont moins en moins de patience aussi pour recevoir les nouveautés. Donc, c'est vrai que des fois, on a un peu de la peine à suivre la cadence. D'autant plus que, comme a dit Nicolas, donc la société a été créée par notre père il y a 50 ans, en 1973, à Zurich. Donc, un Suisse romand qui implante sa société en Suisse allemande, donc c'était aussi un grand défi, mais qui a très bien marché finalement, et en fait qui se base principalement sur le contrat service. C'était une des premières personnes osant proposer un contrat service à ses clients. C'est-à-dire que vous payez un montant par mois, et dans ce montant que vous payez, vous avez le papier, vous avez l'encre et la machine à disposition.
Et a priori, ça a bien marché puisque vous êtes encore là 50 ans plus tard. Oui, alors malheureusement, mon père nous a quittés il y a quelques années, mais voilà, on a eu la chance avec mon frère de reprendre en tout cas le conseil d'administration quelques années plus tard. Également, le modèle d'affaires, j'imagine, a beaucoup évolué. Parce que si c'était innovant à l'époque, c'est vrai que c'est toujours très pertinent aujourd'hui, ce modèle d'affaires, mais je pars du principe qu'il y a d'autres choses. Ou pas? Le modèle d'affaires, il est toujours à la base le même, puisque la seule chose qui a évolué, c'est qu'on a eu de plus en plus de concurrence, parce que tout le monde s'y est mis. Et donc, il a fallu aussi évoluer. Et là, on essaie de faire la différence, non pas avec le hardware, donc la machine en soi, mais on essaie de faire la différence avec le service. Parce qu'il faut dire aussi que Graphax, donc on est distributeur exclusif donc, pour Konica et Minolta en Suisse. Donc, on concurrence naturellement aussi tous les autres marques, Ricoh, Canon, etc. Des marques qui sont gérées par le Japon ou l'Europe en soi. Et nous sommes en fait dans cet ensemble-là la seule société suisse 100% qui gère en fait la marque japonaise. Donc, ce qui donne aux clients l'avantage d'avoir des interlocuteurs suisses qui sont pour la plupart trilingues, donc en tout cas français et allemand, parce que Graphax est basé principalement sur le bilinguisme, puisque finalement mon père, mon frère et moi, donc on a été donc éduqués en Suisse allemande dans les écoles, mais on parlait français à la maison. Donc ce qui fait qu'en fait dans la société on engage aussi un peu le même profil, ce qui fait aussi que pour les clients, ça donne un avantage aussi de communication bien plus important que si vous devez à chaque fois appeler quelqu'un qui est basé ailleurs et qui ne parle pas nécessairement votre langue, et souvent qui parle anglais. Vous êtes le tunnel sous le Röstigraben. À peu près, ouais. Voilà. Mais alors justement, cette concurrence, la qualité de service, on l'a dit, le rapport au client, on l'a dit, parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas faire la différence sur les machines. Les machines étant ce qu'elles sont, certains, vous en avez certaines, les concurrents ont de très bons produits aussi, puis fin de l'histoire. Oui, tout à fait. Alors la concurrence, elle se base pas tellement au niveau technologique, parce que les produits se ressemblent, sont ceux qui sont encore aujourd'hui sur le marché, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu ces dernières années. Ça a fait un certain nettoyage par rapport à ça. Là, nous, on va se battre sur la proximité, sur la relation, sur le fait d'être une entreprise suisse, en Suisse aussi. Je pense que c'est important aussi, on l'a vu, avec l'effet du Covid, avec la problématique mondiale. On a eu des baisses de prix pendant des années. Aujourd'hui, on a compris qu'on est arrivé à des prix planchers et qu'on doit... Comme on le dit souvent, on ne sera pas forcément toujours le meilleur marché, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie, mais par contre, on va compenser ça avec du relationnel et avec du service. Et on va continuer de parler de tout cela, puis on va aussi parler bureau digital, bureau numérique, puisque c'est aussi quelque chose que vous faites et qui est véritablement dans l'air du temps. Dans un instant sur Radio Lac. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. C'est important d'innover quand on veut renouveler son entreprise. Après 50 ans, c'est ce que fait Graphax. Philippe Auberson, Nicolas Acladios, toujours avec nous. Alors, si l'on va sur votre site internet, on voit que l'on s'intéresse de plus en plus au Digital Workplace, le pas vers le bureau numérique. Imprimante, numérique, c'est compatible tout ça ? Complètement, oui, c'est même une suite, une évolution logique. On n'arrêtera jamais d'imprimer. Vous savez, le bureau sans papier, on nous en parle depuis les années 90. Et puis on voit que avec un petit ralentissement qu'il y a eu pendant le Covid, les gens continuent quand même d'imprimer, mais ils ont des besoins de mobilité, de digitalisation, d'accès à distance des documents. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a une division effectivement qui s'occupe chez nos clients ou dans des entreprises où des fois il n'y a pas d'imprimante, simplement de mettre en place soit des processus de gestion de flux de factures, de gestion de processus RH entièrement digitalisés. On peut simplifier, par exemple, pour les notes de frais, on prend une photo et ça part dans un process directement. Exactement, c'est intégré dans l'ERP, tout est automatisé. Mais c'est vrai que je me souviens même, en étant petit à l'école, on me disait, en l'an 2000, on n'aura plus de livres papier. Bon, on attend toujours l'an 2000, clairement. Mohamed Atiek, vous qui êtes bien dans le 21e siècle et qui êtes responsable de projet politique à la CCIG, c'est important ce que l'on vient d'entendre sur ces notions de transformation durant le Covid. Absolument. Durant le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait une accélération du virage digital auprès des entreprises. Il y a eu un besoin de digitalisation et avec la CCIG, on a mis en place des conseils en matière de digitalisation pour diriger les entreprises notamment vers des solutions comme celle de Graphax parce qu'il y avait justement ce réel besoin de numériser et puis d'avoir ce bureau dématérialisé pour que les personnes puissent travailler directement depuis chez eux.
Donc c'est bien la preuve que c'est effectivement dans l'air du temps, mais ça vous fait potentiellement moins de travail, non? Puisque si on imprime, mais qu'on imprime différemment, qu'on imprime moins... Non, mais moi je pense que le Covid a amené beaucoup de désastres dans tout le monde, mais ça nous a aussi permis de lever un peu le pied, de revoir aussi un peu les processus. Parce que ce qui est très difficile dans le digital, c'est d'analyser le processus d'une entreprise pour ensuite automatiser. Et ça, c'est un exercice que n'importe quelle entreprise devrait faire, c'est de voir quel est son réel processus et où est-ce que je pourrais l'améliorer. Puis en faisant ce processus qui prend beaucoup de temps, mais une fois que vous l'avez fait, là, vous pouvez rentrer avec le produit digital que nos concurrents ou nous-mêmes nous offrons. Mais c'est un exercice qui marche en parallèle aussi avec l'impression, parce que finalement, je crois que l'avenir n'est pas un avenir qui se base sur quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui doit se baser sur une sorte de système hybride. Donc il y aura toujours l'impression papier, mais ça c'est à chaque entreprise de décider, de voir est-ce que vraiment l'impression papier est nécessaire ou est-ce que j'aurais plutôt tendance à digitaliser plutôt une autre partie du processus. Donc ça c'est quelque chose que nous on doit avoir avec le client. Donc c'est l'écoute du client et puis l'interaction entre Graphax et le client qui va faire en fait la solution. Et je vous disais hors antenne, mais je croyais que c'était pas bien d'imprimer, que c'était pas bon pour la planète. Je dois ma petite réponse, bah oui, mais on compense. Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement l'objectif, c'est aussi d'avoir une réflexion aussi avec nos clients, mais Graphax le fait aussi, c'est de se dire qu'il y a un minimum qu'on doit faire d'impression ou de consommation électrique pour pouvoir réaliser son travail. Et puis ça, on va le compenser avec une empreinte carbone neutre. D'ailleurs, Graphax, depuis 2022, est neutre par rapport à ça. Et c'est aussi des solutions qu'on propose à nos clients qui font des acquisitions d'imprimantes chez nous. On calcule la volumétrie, la consommation annuelle. Ils ont la possibilité, avec des crédits carbone, de compenser ces émissions qui sont, encore une fois, nécessaires pour leur travail. Donc finalement, si on revient au jingle qu'on a entendu au début de cette intervention qui dit Genève innove, l'innovation, c'est pas une fois de temps en temps, elle est constante, c'est toujours sous-jacent dans vos métiers, enfin quels que soient les métiers, même aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'on entend en ce moment. Après, ça dépend. L'innovation, comment vous la définissez? Même sur votre site internet, on va parler d'émotionnel, de choses comme ça, mais l'innovation, ça peut être dans le produit, mais ça peut être aussi dans ce qu'on propose autour, comme de la compensation carbone. Exactement. Alors l'innovation peut venir d'un concurrent ou d'un besoin de clientèle qui peut-être n'est pas innovant en soi. C'est pour ça qu'il faut discuter. Des fois, on a l'impression d'innover, mais en fait, on réinvente quelque chose qui existe depuis déjà 10, 20, voire 50 ans. Donc l'innovation, c'est peut-être un mot un peu facile à utiliser comme ça, mais voilà. C'est notre jingle. Voilà, Désolé. c'est un jingle. Mais non, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, il y a aussi ces notions aujourd'hui de sécurité des données, de choses comme ça qui sont aussi essentielles. Ouais. Mais ça, c'est un problème que tout le monde a. Hein. Donc voilà, sitôt que vous mettez la prise dans le mur, en fait, vous avez un problème de sécurité. Ça fait 50 ans qu'elle est dans le mur, la prise. Donc voilà, c'est plutôt bien. Qui a été créée par Francis Auberson le 15 février 73, pour être précis, Graphax. Vous êtes Nicolas Acladios, Philippe Auberson, responsable des ventes, président du conseil d'administration. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Et tout bon pour les 50 prochaines années. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Noah Sherman pour la réalisation, Nicolas Grangier à la préparation. Et évidemment, pas de vacances pour Parlons économie. On se retrouve la semaine prochaine. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.